Plaisir de vous recevoir chez nous, mesdames, messieurs. Vous écoutez la radio Futur Média et vous faites bien. Il est 22h, voici le journal. Nyon Lank interpelle l'Union des magistrats du Sénégal pour la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna. Une marche qui a fortement mobilisé ce vendredi devant la prison du camp pénal où croupit l'activiste. Une façon pour les membres du mouvement de manifester à Guy Marius Sagna leur soutien infaillible. Les populations de Joal ont aussi marché, mais pour dénoncer l'implantation d'une usine de farine de poisson dans leur localité. Les installations de l'ONAS les indisposent parce qu'elles déversent une eau qui dégage une odeur nauséabonde. Il y a quelques jours, deux travailleurs de l'Office national d'assainissement du Sénégal ont perdu la vie dans les canaux, informe le porte-parole du collectif. Des véhicules acquis par des membres du Conseil économique, social et environnemental à travers des prêts individuels, cela ne convainc nullement le syndicat des cadres de l'administration et de la fonction publique. Quelle qu'en soit la procédure, l'institution d'Aminata Touré n'en a pas le droit puisque l'État a suspendu l'achat des véhicules de fonction. Le Conseil économique se défend, c'est par leur salaire que les conseillers ont acquis leurs véhicules. Le Sénégal traîne toujours les pieds. Il fait partie des 9 pays de la CEDEAO qui ne disposent pas d'un organe de suivi des décisions de la Cour de justice de l'espace, même s'il respecte les décisions de celle-ci. Report du référendum et des législatives en Guinée, report de 2 semaines, déclaration du chef de l'État Alpha Condé. Ligue 1 sénégalaise, Niary Tally reçoit Ndiambour de Louga au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye au stade Ndiarème. La page des sports, Malal Junior Diagne. Il y aura le tour du web, @ comme tous les vendredis. Bonne santé. Professeur Malik Ndiaye, membre du mouvement Nyon Lank est l'invité de RFM Soir. Entretien en fin d'édition avec Makomba Bey sur la libération de Guy Marius Sagna et le dialogue national. Amadi Ndiaye sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Marche réussie du mouvement citoyen Nyon Lank. Il a fortement mobilisé lors de sa marche de ce vendredi pour exiger la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et la baisse du prix de l'électricité. Le moment fort de la procession, le temps d'arrêt marqué devant le camp pénal où croupit l'activiste. L'Union des magistrats du Sénégal interpellée pour mettre un terme à l'arrestation jugée arbitraire de Guy Marius Sagna. Une autre marche est prévue prochainement au palais, Salif Sow. Devant un camp pénal barricadé, des centaines et des centaines de manifestants surexcités. Tous exigent la libération sans condition de Guy Marius Sagna. Je suis là pour combattre l'injustice qu'il y a dans ce pays. Je veux qu'il libère Guy Marius Sagna. Soit il le juge, il le met en prison, que tout le monde sache, soit qu'il le libère. La pire des violences, c'est la violence institutionnelle. Et la violence pays va venir comme il l'a fait aujourd'hui. Guy Marius Sagna, qu'est-ce qu'il a fait? L'activiste se croupit dans cette prison de Dakar depuis 90 jours déjà. Malal Talla parle d'une arrestation arbitraire et interpelle l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Micro à la main. Syndicat des magistrats, c'est le président du Télico, Nyon Lank a élu domicile devant le camp pénal 30 minutes durant avant de reprendre l'itinéraire de la marche. Point de chute après près de 2 km à pied, le rond-point Liberté 6. Ici, place aux perspectives. Les femmes annoncent une marche nationale sans donner de date précise. Pour bientôt, les jeunes, eux, envisagent une marche devant les grilles du palais de la République, là où Guy Marius Sagna a été arrêté il y a 3 mois. Le leader de Frappe France Dégage manifestait contre la hausse des prix de l'électricité. Un combat plus que jamais d'actualité. À Joal, les habitants ou les populations ont aussi marché pour dénoncer l'implantation dans leur localité d'une usine de farine de poisson. Les manifestants estiment que les installations de l'ONAS déversent une eau dégageant une odeur nauséabonde. Ils ajoutent que 2 travailleurs de l'Office national d'assainissement du Sénégal ont perdu la vie dans des canaux il y a seulement quelques jours. Ousmane Faye porte leur parole au micro d'Abdourahmane Diallo. L'objet de cette marche est tout simplement de décrier cette odeur fétide, une odeur nauséabonde qui sévit dans le quartier et qui pollue la vie des habitants de Santhie. Nous souffrons le martyre. Vraiment, ça ne va pas.
Sanche a mal. Pourquoi Sanche a mal? Alors, il y a une usine qui s'appelle Omega, une usine de transformation de farine de poisson. Alors, jadis, l'usine, avec son travail, dégageait une odeur qui nous empêchait de vivre. Alors, des démarches ont été faites. Ils ont changé le plan de travail. Au lieu que l'odeur passe par les cheminées, les eaux usées ont été branchées dans les canalisations de l'ONAS, de l'Office national de l'assainissement. Alors, ça sort des canalisations de l'ONAS. Et de par cette canalisation-là, des eaux des usines de transformation de poissons de Joal déversent leurs eaux usées. Et cette eau passe par les canalisations. Alors, je ne sais pas si le travail a été mal fait ou pas, mais ça sent mauvais. L'ONAS a été interpellé la fois passée. Des agents de l'ONAS étaient venus ici le vendredi passé. Ils étaient venus voir la situation, pourquoi ça pue. Alors, 2 de leurs agents, malheureusement, sont décédés à cause de ça. Ils sont tombés dans les trous de l'ONAS et 2 d'entre eux sont décédés, malheureusement. Alors, sur le coup, dans le canal. À Louga, les populations de Tabar, elles, dans la commune de Sierre, dénoncent les agissements de leur maire qui sont, elle, a vendu 600 hectares de terre à Sénéguindia. Et pour éviter que la situation ne dégénère, il est demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités à Brampolpouy. Les populations de Sierre sont très remontées contre leur maire et la société Sénéguindia. Elles accusent leur maire d'avoir vendu plus de 600 hectares à la société et sans avoir associé les populations à Liouba. Toute notre terre a été vendue et les seuls responsables sont le maire et ses collaborateurs. Nous avions parlé avec le sous-préfet, il avait promis de régler la situation, mais jusqu'à présent rien. Cette terre qui reste maintenant, nous sommes prêts à nous battre. Nous n'allons jamais accepter qu'elle soit vendue. Les terres concernent 4 villages. Les populations ont aussi dénoncé les produits toxiques utilisés par Sénéguindia, un danger pour leur bétail, selon Aliouba. La société déverse de l'eau toxique et c'est très dangereux pour notre bétail. En plus, elle n'a même pas laissé de route pour qu'on puisse rejoindre le lac. Pour le secrétaire général du syndicat des éleveurs de la nouvelle génération, Djibi Amarissaou, les projets établis dans cette zone de Sierre n'aident pas les populations. Les projets DAC, Sénéguindia, Biosoy n'ont rien fait pour les populations et les maires ont vendu toutes les terres dans leurs bureaux. Interpellé sur cette situation, le maire de Sierre, Sidi Djorka, déclare qu'un protocole a été signé entre la société Sénéguindia et les populations pour le recasement. Abraham Paul Pouitagar, Radio Futur Média. Et le maire qui rejette les accusations des populations, il déclare que ces dernières ont signé un protocole avec la société Sénéguindia pour qu'elle soit recasée. Sidi Djorka, il s'appelle, il est avec Abraham Paul Pouy. Moi, dafa am juróom benn amo. L'histoire est que 6 maisons qui habitent dans cette zone, on peut dire, ils habitaient là depuis des centaines d'années. À un certain moment, ils ont discuté avec Sénéguindia et la société a clairement dit que si jamais vous me donnez l'espace que vous disposez, je pourrai cultiver, mais en même temps, vous recaser. Et lors de cet recasement, je vais construire des maisons pour toutes les familles. Je vais mettre à votre disposition une mosquée, construire des écoles et aussi installer l'assainissement. Après des discussions, les populations sont tombées d'accord avec la société Sénéguindia. Après discussion, les 2 parties ont signé un protocole. C'est en ce moment-là que j'ai appris que les 2 parties sont tombées d'accord. Moi, je devais même refuser, mais je me suis dit que c'est un projet qui participe au développement de ma population, donc je ne vais pas refuser. 22h09. RFM, la radio de toute l'actualité. Seydou Nourouba. Lutte contre les sérignes Dara qui ternissent l'image des écoles coraniques et contre la maltraitance des enfants. Ndiassane porte le combat. Le porte-parole du Khalif a dressé un tableau sombre décriant les cas de meurtre et de violence que subissent les enfants lors de la pose de la première pierre du Dara moderne de cœur de Karamoko. Abdourahmane Kounta a appelé l'État à mettre des garde-fous pour éviter de telles pratiques. Cheikh Anta Diop. Le porte-parole du Khalif de Ndiassane élève la voix. Serigne Abdourahmane Kounta s'est fait l'écho des séries de meurtres, des violences faites aux enfants talibés. Catastrophe yi am tay ñu diko gis ci réew mi ray nañu jigen sangam xalé sangam ray nañ ko sanni nañ
Il y a trop de catastrophes dans ce pays, des enfants tués, des jeunes filles violées. Le marabout a décrié les mauvaises conditions dans lesquelles vivent certains talibés. Partout en ville, vous voyez des enfants errer dans les rues sans porter des chaussures. Ces conditions sont jugées insoutenables. Je condamne le traitement inhumain et les pratiques esclavagistes qui ont cours dans certains daras. Le ton ferme et les mots choisis pour Serigne Abdourahmane Kounta, le mal des écoles coraniques est à chercher dans leur mode de fonctionnement. Il exhorte l'État à prendre des mesures nécessaires pour trouver des solutions à cette problématique. J'en appelle à l'État et les Serigne Dara pour qu'ils se retrouvent discuter pour trouver des solutions face à ce phénomène. Ce qui montre son importance est la nécessité de construire des écoles coraniques modernes afin de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Keur Karamoko dans la commune de Fandène a été choisi et la pose de la première pierre a eu lieu en présence du gouverneur de Thiès et du préfet du département. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ils sont 1346 nouveaux bacheliers non orientés qui ne savent plus à quel sens vouer. Selon leur président, ils ont fait toutes les démarches nécessaires. Mais jusqu'à présent, rien. D'où le rappel au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche pour la relance des demandes de dérogation. Souleymane Diouf, que nous écoutons au téléphone avec Abdoulaye Diop. C'est tellement difficile pour nous. Au moment où il reste vague de gens qui n'ont pas reçu nos demandes d'admission, nous sommes au nombre de 1340 nouveaux bacheliers qui n'ont pas reçu leurs orientations. Vraiment, c'est difficile pour l'instant. Parce que là, on a tout fait. J'ai fait 2 points de presse, mais on n'a rien d'information portant sur nos demandes d'admission. Et d'ailleurs, M. Kodounou a écrit une demande de dérogation. Vraiment, nous tendons nos mains au ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il nous puisse nous aider. Parce que là, on discute beaucoup. Et j'ai fait le maximum le plus possible pour regrouper ces élèves au niveau de Facebook. Actuellement, nous avons un groupe WhatsApp. Vraiment, ils ont en train de réclamer. Et ça, c'est tellement difficile parce que nous, on n'a pas les capacités qu'il faut pour continuer nos études dans les universités privées. Non, on ne peut pas. Donc, je sais que vraiment, c'est tellement difficile et on déplore énormément ces gens de situation parce qu'on ne connaît rien de choses pour apprendre. Vraiment, on ne veut pas détruire les biens publics. Non, on ne sait pas ça parce qu'on espère être des futurs leaders dans ce pays. Mais vraiment, je suis tellement inquiet et aussi encore à toutes les personnes qui ont derrière moi. Vraiment, actuellement, c'est tellement difficile et on déplore énormément ces associations. Je le répète, Cheikh Omar Anne, il faut aider tes filles parce que vraiment, je sais que vraiment, nous sommes là en train de déambuler dans les... Acquisition de véhicules des membres du Conseil économique, social et environnemental à travers des prêts individuels. Le syndicat des cadres et employés de l'administration de la fonction publique n'est pas du tout convaincu. Selon son secrétaire général, quelle que soit la procédure, le Conseil économique n'a nullement le droit d'acquérir des véhicules après que le chef de l'État a décidé de suspendre leur achat. Le Conseil économique, social et environnemental précise que les conseillers ont utilisé leur salaire pour acheter leur véhicule. Abdoulaye Diop. Le syndicat des cadres et employés de l'administration publique se veut clair. Le Conseil économique, social et environnemental défie l'autorité du président de la République avec l'acquisition des véhicules. Makhtar Dabo est le secrétaire. Quand le président de la République a pris la décision de suspendre jusqu'en avril l'achat des véhicules, le Conseil économique et social n'a nullement le droit de procéder à une acquisition. Quel que soit le mode, nous considérons que c'est une défiance à l'autorité du chef de l'État. En plus de défier l'autorité, l'achat des véhicules va léser les membres du CES, affirme le secrétaire général. Dans le communiqué, il est dit qu'ils vont le payer sur la base de leur salaire. Alors que le chef de l'État qui suspend la procédure d'achat a prévu qu'il y ait une indemnité forfaitaire qui va se substituer à l'affectation de ces véhicules. Ce qui veut dire que donc les membres du Conseil économique et social, si aujourd'hui on leur donne les véhicules selon la procédure actuelle du Conseil économique et social, ils n'auront pas droit à cette indemnité forfaitaire. Pour éviter que cette méthode ne soit reproduite, le syndicat des cadres et employés de l'administration publique demande au Conseil économique, social et environnemental de suspendre la procédure. Pour que cette pratique ne puisse pas ouvrir d'autres dérives dans des institutions ou bien même au sein de l'administration, nous demandons au Conseil économique et social de surseoir le plus rapidement possible à cette acquisition. Le CES, dans son communiqué, précise qu'aucun franc de l'institution n'a été engagé et que cela entre parfaitement dans le cadre de la politique initiée par le chef de l'État en matière d'acquisition de véhicules de l'État du Sénégal. Un grand bond en avant sur la résolution sur la
l'affaire qui oppose Bocar Samba Dièye à la BCEAO. Selon la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le protocole qu'aurait signé l'homme d'affaires est annulé par la Cour suprême. Le combat continue pour l'ACSIF. L'association des clients et sociétaires des institutions financières exige le remboursement sans délai de l'intégralité de la somme de 7 milliards de francs CFA, une somme imputée au compte de Bocar Samba Dièye. L'ACSIF et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme étaient en conférence de presse cet après-midi. Compte rendu Modo Marba. Bocar Samba Dièye ne lâche pas l'affaire. Il semble aujourd'hui plus que déterminé, surtout après l'évolution notée sur le dossier. Awa Gueye parle au nom de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. La Cour suprême a déjà montré la voie en montrant que la CBAO a violé les dispositions de l'article 20 du COCC. Donc il a annulé le protocole et l'affaire est renvoyée à Thiès pour une annulation définitive. Donc c'était un grand pas vers sa réattribution. L'association des clients et sociétaires des institutions financières réclame justice. Famar Ibrahim Sissi en est le président. Que le droit soit dit, de s'engager à ce que justice soit faite. Il n'est pas question et il n'est pas acceptable qu'une banque étrangère vienne dans notre pays pour mettre des entreprises à genoux. L'affaire date de 2008, c'est un contentieux financier de plus de 7 milliards de francs CFA, un contentieux qui oppose depuis 2011 Bocar Samba Dièye à la CBAO. Le protocole, source du problème, est annulé. La CBAO a fait appel, délibération le 31 mars à Thiès. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le Sénégal, parmi les 9 pays de la CEDEAO qui n'ont pas encore un organe de suivi des décisions de la Cour, une information du vice-président de cette juridiction qui vient de boucler une mission d'une semaine. Il a cependant informé que notre pays est parmi les pays de l'espace qui respectent les décisions de la Cour. Amadou Sabarba. Seuls 6 pays des 15 de la CEDEAO ont un organe chargé des décisions de la Cour de justice de cette juridiction. Il s'agit du Mali, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée. Le Sénégal a la traîne mais respecte ses décisions, précise le vice-président de la Cour de justice, Béry Ouattara. Mais le Sénégal est loin d'être le seul pays qui n'exécute pas les décisions de la Cour. Il y a des pays qui n'ont pas encore désigné la structure, mais qui ont exécuté les décisions de la Cour. Il y a d'autres qui ont désigné la structure, qui n'ont pas exécuté les décisions de la Cour. Donc il n'y a pas une logique véritable dans cette affaire-là. Sur la non-exécution des décisions de la Cour, le vice-président affirme que seuls les États membres sont les défenseurs devant la Cour. Il n'appartient pas à la Cour de se mêler dans l'exécution de cette décision. Vous-même, vous savez qu'au plan interne ici, lorsque vous allez devant une juridiction, que vous obtenez une décision, c'est vous qui exécutez votre décision. Mais ici, la Cour se préoccupe parce que c'est une juridiction communautaire et elle traite le volet violation des droits de l'homme. En mission de sensibilisation à Dakar, la délégation de la Cour de justice de la CEDEAO se dit satisfaite de son séjour, notamment ses rencontres avec les avocats, la société civile, mais également les étudiants sénégalais. On fait le point sur le coronavirus. 6 nouveaux pays sont atteints et le risque est passé d'élevé à très élevé selon l'OMS. La Mongolie a mis son président en quarantaine par mesure de sécurité. Fatou Ndaoumbaye. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a élevé le risque du coronavirus. Il passe de élevé à très élevé. La Chine a enregistré 329 nouveaux cas lors des dernières 24 heures, le plus faible nombre depuis plus d'un mois. Les nouvelles infections en dehors de la Chine constituent les 3/4. 6 nouveaux pays ont enregistré leur premier cas. En plus du Nigeria, le Mexique, l'Estonie, la Lituanie, le Danemark et la Hollande ont enregistré leur premier cas, tous avec une source italienne. La Mongolie, qui ne compte pas de cas pour le moment, a placé son président en quarantaine par précaution après son retour de Chine. En Italie, on compte maintenant 17 morts et 655 cas. Le coronavirus frappe aussi l'économie mondiale. On va vers la pire semaine depuis la crise financière de 2008. En plus bref, l'OFNAC a remis 2 rapports au président de la République. Il s'agit de ceux de 2017 et de 2018, mais pour le moment, ces rapports ne sont pas encore disponibles sur le site de l'Office national de lutte contre la corruption. Guinée-Conakry, le président Alpha Condé a annoncé ce vendredi dans la soirée le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle constitution initialement prévue ce dimanche 1er mars. Ce report donc n'est pas une capitulation, a-t-il précisé lors d'une déclaration à la télévision publique. Et nous recevons Malal Diagne Junior. Bonsoir. Bonsoir, c'est de Noro. Ligue 1 pour démarrer.
avec une seule rencontre demain pour lancer la 12e journée du championnat national. Niaritali qui reçoit au stade Ibrahima Boy de Guédiawaye l'équipe de Ndiambour de Louga. Le stade Ibrahima Boy, appelé communément par vous autres enfants de Guédiawaye et stade de Ndiarem. Ça prendra du temps. Mais il va falloir que l'on s'y habitue. Ça s'appelle stade Ibrahima Boy de Guédiawaye, au même titre que le stade Amadou Barry, donc Guédiawaye, une ville avec 2 stades. C'est assez rare au Sénégal au jour d'aujourd'hui. La suite du calendrier est prévue dimanche avec l'ensemble des rencontres et parmi lesquelles il y aura de très belles affiches. Génération Foot champion en titre qui reçoit l'équipe de Djambar de Sali. L'US Gorée fera face à l'AS Douane. Dakar Sacré-Cœur défiera le Steps Excellence à Thiès. À Ziguinchor, le Casa jouera contre le Stade de Mbour. Le leader Teungueth FC ira à Alassane Djigo, toujours dans la banlieue, pour y défier le Stade de Pékin. Et à Caroline Faye, Mbour Petite Côte fera face à l'équipe du Jaraaf de Dakar. Au classement, Teungueth FC est solide leader avec 27 unités. Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douane l'accompagnent sur le podium. En bas de tableau, l'on retrouve l'équipe de Steps Excellence et Génération Foot. Contrairement à la Ligue 1 sénégalaise, la Ligue 2 va jouer pratiquement l'ensemble de ses rencontres demain samedi. Au programme Thiès contre Africa Promo, Guédiawaye Football Club contre Amitié FC. Au stade Massène Sène de Fatick, il y aura le derby fatikois. J Fatick qui joue contre Jamono Fatick. Sonacos, qui est très en forme en championnat, joue contre l'équipe de Keur Madior à Kaolack. La Renaissance fera face au Port Autonome de Dakar. La Linguère de Saint-Louis, leader, se déplace à Dakar pour y défier son dauphin, l'Union sportive de Ouakam. Sur le podium de la Ligue 2, Linguère, Ouakam et Duc occupent les 3 premières places du championnat national. Et nous parlons de l'international sénégalais Ngirandao. Ngirandao, qui avait fait une sortie pour avouer avoir triché sur son âge lorsqu'il était international en France et sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Après cette sortie, des personnes, des sportifs ou autres journalistes ont fait des sorties à leur tour pour contre-attaquer et dénoncer les propos tenus par l'international sénégalais. Après tout cela, il a pris son temps et il est revenu sur ses propos pour présenter ses excuses aux Sénégalais. Ngirandao, que nous écoutons. Je voudrais apporter des éclaircissements concernant mes déclarations. Les mots ont trahi ma pensée. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis que j'ai commencé à mettre en place ce centre de formation, je vois des jeunes pétris de talent, mais qui ont un problème d'âge. Cela, vous pouvez le constater au niveau de l'éducation, c'est juste là. Je suis venu aider mes jeunes frères à acquérir les bases de football dans les centres de formation pour pouvoir espérer un jour intégrer le milieu professionnel et l'équipe nationale du Sénégal. Je suis juste là pour aider. Je tiens à m'excuser auprès des autorités footballistiques de ce pays, des amoureux de ce sport, des Sénégalais, Africains en général. Les mots ont trahi ma pensée. Nous nous rendons à Mbaké. Là-bas également, c'est une histoire de parole donnée. Les jeunes de cette localité réunis dans le mouvement Dardar exigent des autorités et les chefs de l'État en tête le respect de la parole donnée, mais également le respect des engagements pris. C'est au sujet de la reconstruction du stade de Mbaké. Plus de détails sur cette affaire avec notre correspondante sur place, Marema Diop. Fatigués d'attendre, les jeunes du mouvement Dardar de Mbaké réclament le démarrage des travaux du nouveau stade de Mbaké. Baïsi est le président. Tout ce qu'il nous avait dit, rien n'est encore fait. Le président de la République avait sorti pour tenir sa discours à la nation. Il avait promis la durée des stades va se faire pour 17 mois. Jusqu'à présent, rien n'est encore débuté. Le ministre nous avait promis que plus tard, début janvier, les travaux vont démarrer. Jusqu'à présent, rien. Selon ces jeunes, le promoteur leur avait promis un démarrage imminent, un engagement non respecté. Le promoteur vient encore de se démentir lui-même. Il nous avait dit qu'il a reçu l'avance. Clairement, actuellement, il nous parle que le ministre ne l'a même pas donné encore d'avance parce qu'il avait promis que début janvier, l'argent sera disponible alors qu'il avait dit clairement qu'il a déjà reçu l'avance. On interpelle directement M. le Président de la République du Sénégal. Mbaké fait partie du Sénégal. Nous réclamons la finition du stade de Mbaké le plus rapidement possible. Les jeunes du mouvement Dardar donnent un délai de 15 jours à l'État du Sénégal pour réagir. Sinon, ils vont passer à la vitesse supérieure. Marema Diop, Mbaké, RFM. Le basketball. On parle de basketball, alors on va
6 mètres. Ça se voit que vous ne savez pas tirer aux 3 points. Mais bien sûr, je le faisais. Mais je joue quand même bien au foot. Mieux au foot qu'au basket. Mais bien sûr. Voilà, c'est les hommes, hein. C'est l'entame de la 3e journée demain, samedi, avec l'AS Douanes champion en titre qui joue contre Isexport, Duc contre ASC Thiès Saltigué, défiera Bop, l'ASV de Dakar contre UGB, Louga joue contre GIA, Saint-Louis Basket Club contre l'US Rail, Sibac défiera Asfa, Mermoz jouera contre l'équipe de l'Union Sportive de Ouakam. Chez les filles, Ouakam fera face à l'équipe de Mbour, Basket Club, Asfo Diaraf, Giaduc, UGB contre UCAD, CMT de Ziguinchor contre ASSC Bop, ASLBC, Saint-Louis Basket Club contre l'équipe de Derklé Basket Club. C'est de Noro. Merci à vous, Maldan Junior. Le tour du web sur RFM. C'est avec Fatou Ndaoumbaï. Démarrons avec IGFM.sn qui revient sur l'accident d'un véhicule de Gigne sur les allées du Centenaire. Un de leurs véhicules blindés a écrasé au total 3 taxis et un véhicule particulier. 11 personnes sont blessées, dont 3 dans un état critique. C'était au moment où la gendarmerie effectuait des services de simulation d'un attentat terroriste au Grand Théâtre National. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Pendant ce temps, Sénéweb traite de la marche du collectif Nyon-Lank. Après l'autorisation préfectorale, les camarades de Guy Marius Sagna ont envahi les allées du camp pénal pour protester contre la détention arbitraire de l'activiste Guy Marius Sagna et la hausse du prix de l'électricité. 3e candidature en 2024. Maître El Hadji Diouf fait appel à la VAR, discrédite les alliés du président Sall et trouve des circonstances atténuantes à Macky. C'est ce qu'on trouve dans Dakaractu. En conférence de presse vendredi, l'avocat a fait une plaidoirie contre un potentiel 3e mandat du président Macky Sall en 2024 et pour démontrer l'impossibilité de la participation de Macky Sall à la prochaine présidentielle. Hors de chez nous, l'OIF, l'UA et la CEDEAO rappellent leurs observateurs qui sont en Guinée. Selon Presse Afrique, ces représentants devaient superviser les élections législatives et le référendum de ce dimanche. Tout indique que le pays risque de basculer vers le chaos à cause de l'entêtement d'Alpha Condé. En sport, Omar Daf explique pourquoi le club s'est entraîné à huis clos toute la semaine. Selon Sport, l'international sénégalais dit sentir que son groupe avait besoin de se recentrer sur lui-même, mais aussi d'augmenter sa concentration sur ses fondamentaux. Juste cela et rien d'autre. Merci à vous, Fatou Ndaoumbaï. @ c'est l'affaire de Jomaron. Bienvenue à toutes et à tous. Numéro @ réalisé à Sali dans le département de Mbour met un focus sur l'avant-projet de loi sur la protection des données à caractère personnel des acteurs de l'écosystème du numérique, des universitaires, juristes, membres de la société civile entre autres ont réfléchi sur les réformes qui vont aboutir à la création de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'APDP qui va remplacer la CDP, Commission de protection des données à caractère personnel. Mais qu'est-ce qui va changer avec la future loi qui va abroger celle de 2008? Réponse de Mamadou Niane, le chef du département juridique de la CDP. D'abord, l'autorité en tant que telle. Il y a des changements dans la composition, le statut, le mode de fonctionnement de l'autorité et le financement, les mécanismes de financement de l'autorité. Au niveau des droits individuels, il y a des changements avec la consécration de nouveaux droits, comme le droit à la portabilité, le droit à l'oubli. Il y a la réécriture de certains droits qui étaient très importants, mais qui ont été affinés, le droit à l'information, le consentement, le droit d'accès. Ensuite, au niveau du régime de conformité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les formalités préalables, le contrôle de la conformité, cette dimension a été enrichie par de nouveaux outils, avec l'introduction de l'analyse d'impact, du registre des traitements, tout en maintenant le système de formalité préalable pour davantage renforcer la culture de la protection des données au Sénégal. Donc avec de nouvelles obligations qui vont peser sur les responsables de traitement. Entre autres raisons évoquées dans ce processus d'adoption d'une nouvelle loi sur la protection des données à caractère personnel, la nécessité pour le Sénégal d'avoir un niveau de protection adéquat et de se doter d'un instrument juridique efficace face à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Ababacar Diop dirige l'ONG Jonction, initiatrice de cette rencontre d'échange, dit attendre de fortes recommandations qui doivent aider au changement. Les attentes, c'est que
au sortir de l'atelier qu'il y ait de fortes recommandations par rapport à l'avant-projet de loi pour qu'on puisse tenir compte du respect des droits de l'homme par rapport à tout ce qui touche à la protection des données personnelles. Plus ou moins, ça nous rassure du point de vue du respect des droits humains parce que nous sommes une organisation qui se bat pour la protection des droits de l'homme et des droits numériques en général. Donc pour l'essentiel, c'est un projet qui nous satisfait et qui tient compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. L'autorité de protection des données à caractère personnel avec beaucoup plus de pouvoir, d'autonomie, d'appui financier, c'est ce que veulent les acteurs. Pour les spécialistes en cybersécurité, directeur de Computech Institute, il faut au Sénégal une souveraineté numérique. Et là, Daouda Diagne. Ce que je veux dire, c'est quand aujourd'hui une entreprise étrangère vient collecter nos données, on ne sait pas entre quelles mains ces données-là vont tomber. Est-ce que cette entreprise-là n'est pas en train de sous-traiter l'exploitation de ces données-là? Est-ce que ce sous-traitant-là n'est pas encore en train lui-même de sous-traiter encore l'exploitation de ces données-là? On ne sait pas. Des fois, on expose nos données, on les met sur le cloud, on les met n'importe où. On ne sait pas exactement où se trouvent ces données-là. Et demain, de quoi ces données seront faites, on ne sait pas. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint une certaine maturité au Sénégal et nous devons, dans le secteur du numérique, et nous devons assurer la souveraineté de nos données. On ne cessera jamais assez de le dire. Il faut qu'on soit souverain numériquement et assurer la souveraineté de nos données. L'organisation Jonction et CIPESA espère que cette rencontre permettant de faire l'état des lieux de l'encadrement juridique de la protection des données à caractère personnel au Sénégal sera une contribution non négligeable à la mise en œuvre de la politique de protection des données à caractère personnel des citoyens. C'est fini. À la technique pour le mixage Malang Sonko. Santé Wambaye. Bienvenue. Le frottis cervico-vaginal est un examen d'une grande utilité parce qu'il permet de dépister très tôt des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. D'ailleurs, il fait partie des moyens de lutte contre ce cancer gynécologique qui coûte la vie à beaucoup de femmes. Rappelons que plus le cancer du col de l'utérus est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Le docteur Abdoulaye Diop nous explique comment se passe le frottis cervico-vaginal. Le frottis cervico-vaginal est une analyse très simple à faire au niveau du col de l'utérus de la femme. C'est un petit prélèvement que l'on fait au niveau du col pour permettre de rechercher certaines lésions sur le col qu'on appelle des lésions précancéreuses, CIN1, CIN2 et CIN3. Et ces lésions permettent de vous déterminer s'il y a un risque de développer un jour un cancer du col de l'utérus et le cas échéant de les traiter précocement. Toute femme, à partir du début de sa vie sexuelle, au bout de 6 mois, doit faire un frottis cervico-vaginal assez régulièrement, en moyenne chaque 2 ans ou 3 ans, ou 6 mois après chaque accouchement. Et ces frottis permettent de détecter très tôt des lésions qui, si elles ne sont pas traitées à temps, dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans à venir, peuvent aboutir à un cancer du col de l'utérus. L'association du frottis pour la surveillance du col et de la vaccination pour la prévention des infections HPV est le couple le plus efficace pour lutter et éradiquer définitivement le cancer du col de l'utérus, qui est le premier cancer féminin dans nos régions. Merci Dr Abdoulaye Diop, notre doc gynéco, à vendredi prochain pour un autre numéro de Bonne Santé Femmes. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé. RFM, la chronique du jour. Charles Fay. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Point. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Point. Voilà tel quel l'article 27 de la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution issue du référendum voté en mars de la même année. Les moins calés d'entre nous en étaient arrivés à croire que c'en était fini des jongleries républicaines et autres wah-wahet désopilants. D'abord parce que trop de sang a coulé sur le macadam en 2012, ensuite parce que personne n'était assez dingue pour penser un seul instant que le maquis se taillerait la coupe patron en 2016, cousant à sa mesure l'article 27 de la Constitution, financé par nous autres Sénégalais, trop gros.
Mais le maquis aurait-il osé, nous aurait-il bluffé? Il faut croire que oui. La diarrhée verbale mandataire, déclenchée depuis mi-2019 par ses proches, nous y oblige. Encore serait-il aisé de piger que l'actuel contexte présidentiel, assez inédit et marqué par un double cumul à la date de péremption entérinée dans le socle constitutionnel, recommanderait au père fondateur de l'Alliance pour la République de tirer le diable par la queue et donc de tenter le coup du 3e mandat. Qui de mieux placé alors que Mbaye Ndiaye ou encore Moustapha Cissé Lo, Mor Ngom et autres cadres de la première heure de l'APR pour porter ce combat, certes puéril, mais ô combien impératif pour la survie du parti et peut-être bien plus que cela. L'argumentaire naissant de la prise de conscience d'une situation unique, intenable, pourtant anticipée par un certain Moustapha Diakhaté, suffit à étayer les thèses les plus folles. L'APR serait dans la fournaise qu'elle ne procéderait pas autrement. Les suppliques de Mamba Ignan venant en rajouter à la surchauffe. Les traîtres sont dans la maison, que diable. Au commando, Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien directeur de cabinet à la primature, ex-premier ministre, de monter au front. Mais oserait-il, quoique fidèle, loyal, prendre alors son courage à deux mains pour braver l'interdiction du maître des lieux et parler du 3e mandat sans bénédiction? Qui est assez dupe pour croire une telle infamie? Voilà comment nous replongeons dans la redondance d'un discours révolu. Il est vrai un peu de mode un peu partout dans notre sous-région, bizarrement revenu aux heures de la République bananière. Mais cela ne me surprend pas, surtout depuis que la France a décidé de revenir à grands pas dans son précaré pour une reprise en main de son bien noir avec fort espoir. Reste que mon esprit éclairé, car j'ai toujours cette prétention d'intelligence supérieure et suffisamment de délicatesse pour convoquer la présomption d'innocence. Je crois donc que le maquis est suffisamment outillé en matière de manœuvre pour instaurer le bluff dans sa stratégie militaire et donc privilégier le test. Quoi de plus indiqué que d'envoyer un ballon sonde par le plus fidèle des fidèles dépourvu de toute ambition présidentielle? Qui d'autre que le brave John, qui en a assez vu dans sa vie pour ne pas savoir s'effacer au nom du sacrifice. Des hommes comme John, on n'en compte pas à chaque coin de rue, respect. Quand on ne sait pas où l'on va, on reste où l'on est ou rebrousse chemin. Pour ainsi dire, revenir à la case départ, 2012, soit solliciter un nouveau mandat en 2024 comme en 2012, 17 ans plus tôt. D'autant que les premiers mètres de cubes de gaz alimenteront les maisons, Gaz Topao oblige, et que les premiers barils de pétrole prenant les routes d'Atlantique feront pleuvoir des pétrodollars en pagaille. Le maquis a suffisamment de raisons personnelles pour ne pas céder le fauteuil présidentiel, surtout que personne n'émerge dans les rangs de son parti liberticide, à moins que l'assurance de la sauvegarde de ses arrières et celle de sa famille ne viennent de l'opposition, d'un vieil compagnon de lutte par exemple, qui aura avec lui les grands électeurs désabusés par toutes ces chaînes de distribution étrangères venues marcher sur les plates-bandes sénégalaises. J'arrête de tirer sur les comètes, c'est peine perdue. Comme je le disais vendredi dernier, le maquis a les allumettes en main, à lui de décider ce qu'il en fera. Juma Moubarak et bon Saint-Temps de Carême à la communauté chrétienne. RFM, l'invité. Makumba Bey reçoit Malik Ndiaye, professeur Malik Ndiaye, membre du mouvement Nyolank. Merci beaucoup Seydou Nourouba, vous l'avez déjà dit, notre invité est donc le professeur Malik Ndiaye, sociologue et membre du collectif Nyolank. Bonsoir professeur. Alors aujourd'hui vous étiez à la marche pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. Vous vous êtes longuement arrêté devant le camp pénal de Liberté 6 pour lui lancer un message comme vous avez dit. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point d'abord sur la marche avant d'évoluer sur les stratégies du futur pour obtenir sa libération? D'abord, merci à vous et à ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues avec nous pour aller rendre visite à Guy Marius. Si vous voyez les images, eh bien vous tremblerez de joie et d'espoir sur le fait que notre pays est demeuré fidèle à des principes dont la formulation éthique, intellectuelle, morale est résumée dans la formule Nyolank. Nyolank, ce n'est pas une formule d'activiste qui refuse ou qui rejette. Min chalima en poulard, ça a un sens. Inte sonambang chez les Mandingues et les Bambara, c'est une demande de appliquer des valeurs sûres, non bagnon
chez les Serer, Kadalika, Oligimangout, chez les Diola, ça convoque tout l'appareil moral, politique, intellectuel de l'éducation des Boukoutes, où donc les esprits, les caractères sont formés. Idem, c'est la même chose pour Umbara chez les Soninké, c'est-à-dire c'est hors de question, ou alors la Nouridou chez les Arabisans ou Abaïna. Donc, je dis et je redis à nouveau que Nyolank, ce n'est pas un mouvement d'activistes. Nyolank, c'est une réappropriation des valeurs culturelles morales, et c'est en fonction de cela que Nyolank dit, lorsque les jeunes de l'APR sont allés aux grilles du palais, aucun d'entre eux n'a été arrêté, ni molesté, jusqu'à présent. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? C'est là la raison pour laquelle Nyolank, c'est une réappropriation des valeurs fondamentales. Oui. Et donc, nous étions des milliers, et les policiers et les corps, les forces de l'ordre étaient peut-être quelques dizaines seulement. Nous pouvions entrer dans le camp pénal pour aller chercher Guy, si nous l'avions voulu, mais nous étions là pour lancer un message de paix. C'est pour ça qu'il est demandé instamment à Ibrahima Famara Sagna, à Moustapha Niasse, au président Macky Sall, de bien mesurer le niveau de discipline incroyable de cette jeunesse mobilisée avec tous les âges pour dire nous avions la force d'aller extirper Guy du camp pénal, nous ne l'avons pas fait. Et si on ne nous entend pas, il y a des risques que nous allions déloger le président Macky Sall en empruntant sa méthode, sa démarche, son intention lorsqu'il a dit qu'il allait déloger le président Abdoulaye Wade. À travers un scrutin. Finalement, le scrutin au Sénégal, si on réfléchit bien, j'ai parlé avec Mamadou Diop Decroix, avec beaucoup de collègues qui sont aujourd'hui dans le dialogue, et avec Idrissa Seck aussi, c'est évident, ou avec Malik Gakou et beaucoup d'autres, Pape Diop. Mais ce qui se passe, c'est que le fichier était faux, qui a élu Macky Sall en 2019. Délogé comment alors? Non, c'est-à-dire que dans notre civilisation, quand il y a un problème, on doit, en tant que Nyolank, c'est-à-dire vecteur de culture et réceptacle de valeurs, nous devons poser le problème. C'est-à-dire entre les besoins fondamentaux d'un peuple agressé par l'électricité, l'essence, le poisson qui augmente, etc. Les besoins-là, lorsque tu dis Nyolank, ça veut dire que le pouvoir légal est sorti des frontières et des limites autorisées et acceptables, et que dans ces cas-là, ce que commandent nos valeurs, c'est un peu le fait de ne pas accepter des attitudes, des instructions, des lois et des règlements en contradiction avec nos principes fondamentaux. C'est ça que signifie aller déloger Macky Sall. Donc, aller le déloger... Oui, je pense que vous pouvez être plus clair. Déloger comment? Mais le peuple, par exemple, de Mbour, en manifestant il y a quelques semaines, le peuple de Saint-Louis, Guet-Ndar, en manifestant sur les licences de pêche. Violemment. Violemment, je ne sais pas. Mais les étudiants, en demandant à être inscrits, des dizaines de milliers d'étudiants qui ne sont pas inscrits, et ça veut dire qu'il y a une démarche disant que les façons de faire, les procédés, les protocoles ne correspondent plus dans notre pays aux exigences et aux valeurs. Et donc, Nyolank veut dire par là que si Ibrahima Famara Sagna, Moustapha Niasse, Macky Sall, les Decroix, etc., les Idrissa Seck, ne font pas la trajectoire vers ces valeurs fortes en exigeant immédiatement que Guy Marius soit libéré, il va se former autour de Nyolank avec l'accord de Abdoulaye Wade que nous sommes allés déjà voir, avec
Khalifa Sall que nous avons beaucoup déjà de gens vu, vous ont critiqué sur ça, beaucoup de gens vous critiquent donc, sur le fait d'aller vers les politiques. C'est le Djiko, c'est-à-dire Nyolank, c'est une tentative de remembrement et de réorganisation des Djiko, aussi bien dans la rue, dans l'espace public, dans les familles, dans les écoles, à l'extérieur, etc. Bref, dans cette mesure-là, si le pouvoir ne joue pas son rôle, à mon avis, dans les prochains jours, il va exister un collectif pour la refondation de la République du Sénégal. C'est bien le professeur Malick Ndiaye qui parle en tant que responsable du comité d'initiative des intellectuels. Ce collectif-là, dès qu'il va se réunir avec la force de Abdoulaye Wade pour réclamer le retour de Karim, avec la force de Tahaou Sénégal pour réclamer le rétablissement de Khalifa dans ses droits, avec M. Sonko pour réclamer la clarification sur les 94 milliards, mais avec les syndicats, les retraités, etc., ça veut dire qu'il va y avoir un pôle alternatif au pôle du dialogue de M. Famara Sagna. Et à ce moment-là, donc, le pays va être dans une situation où l'appel des valeurs symbolisé par Nyolank va centraliser. Oui, sauf que dans votre schéma, ceux qui devraient être avec vous dans votre pôle sont déjà présents dans le dialogue de Famara Ibrahima Sagna. Mais c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le dialogue, ce n'est pas le dialogue de Famara Ibrahima Sagna. Le premier document, oui, c'est pour parler comme vous. Le document du dialogue, le premier qui s'appelle Disso, en 2015, a été écrit par un journaliste du nom de Mamadou Moudban. C'est Mamadou Moudban et le mouvement Djoubanti Sénégal qui ont écrit à l'université le premier protocole. Maintenant, c'est un infiltré du palais qui a amené le document chez Macky Sall, qui, à mon avis, il a compris que la nation allait se réunir et il s'est précipité pour prendre la date du 28 mai, et c'est une bonne chose. Donc, le problème auquel on est confronté actuellement, c'est que c'est une bonne chose, à mon avis. Le dialogue. Absolument. Oui, le parce 28 que vous étiez là-bas. Oui, mais moi, j'étais là-bas le 28. Parce que le 28, beaucoup ne voulaient pas y aller, mais ceux qui y sont allés de façon volontaire ont expliqué la chose suivante. Macky Sall, il a une Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'a pas joué le rôle de cadre de dialogue. C'est ça que ça veut dire. Macky Sall a le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social n'avait pas joué ce rôle. Le Haut Conseil non plus, etc. Bref, les institutions ont cessé de fonctionner et Macky Sall a dû accepter le principe du dialogue. Mais que signifie le principe du dialogue? Le principe du dialogue national veut dire que Macky Sall n'a plus la légitimité d'un président élu. Ah bon? Oui, mais il faut bien comprendre ce que dialogue national veut dire. On n'a pas besoin de dialogue national si les institutions fonctionnent, parce que précisément, les institutions dites républicaines sont des cadres de dialogue. Le dialogue national est un substitut, un ersatz à un défaut de fonctionnement des institutions régulières. C'est pour cela que, en appelant les gens le 28 mai, Macky Sall a reconnu, j'espère qu'il en est conscient, qu'il a présenté un défaut de légitimité, moyennant quoi il a mis entre parenthèses les propres institutions que je viens de nommer, qui devaient être les cadres réguliers du dialogue. Mais alors, quel est le secret? Le secret de ce défaut de légitimité, c'est la question du 3 avril 2017. Le professeur Malick Ndiaye, qui aime beaucoup Macky Sall, c'est un ami. Je l'assume, moi, parce que c'est l'homme juste que j'ai connu. Et c'est ce souvenir que j'ai gardé. Maintenant, le nouveau Macky, là, méconnaissable. 3 avril 2017. 3 avril 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était la fin du mandat. C'est 5 ans, l'engagement de 5 ans. Alors, pourquoi? Mes professeurs et Nyolank l'a bien compris. Nyolank, c'est un appel de valeurs. Dans notre appel de valeurs, dans notre corpus de valeurs, qu'on soit chrétien, musulman ou djola ou sérère, la parole donnée est supérieure comme loi non écrite à des lois positives
qu'on peut changer tous les 2 jours. Oui. Article 22, etc., à la façon du tailleur constitutionnel. N'est-ce pas? Ismaïla qui a dit que lui-même c'était un tailleur de haut niveau. Oui. Donc le tailleur constitutionnel joue avec les articles, mais notre pays fonctionne à partir des lois non écrites qui sont supérieures aux lois positives. Très bien. C'était là ma question suivante. Est-ce que votre ami Macky Sall, que vous connaissez bien, que vous avez suivi... Et beaucoup aimé. Et beaucoup aimé. Et respecté, estimé. Serait capable de briguer un 3e mandat? Mais alors, je vous assure que l'analyse et les travaux effectués, notamment par le professeur Malick Ndiaye et son laboratoire de prospective, depuis la rencontre de Mbodiène, où Mimi Touré, Thérèse Faye Diouf, tous ces gens-là sont venus nous chercher avec Mahmoud Saleh pour que nous allions à Mbodiène à leur conférence de septembre 2011. Mais les travaux effectués montrent que c'est toute la classe politique sénégalaise, aussi bien les opposants, les gens au pouvoir, les gauchistes, les marxistes-léninistes, les communistes, trotskistes, maoïstes, etc. C'est toute cette classe politique. De même que les organisations de la société civile, c'est-à-dire la société civile mange mille, ce sont les gens qui cherchent simplement à avoir de l'argent, de maquis, de ceci, de cela. Mais professeur, tous ces gens-là, du mandat, est-ce qu'il serait capable de briguer un 3e mandat? Mais à mon avis, la question du mandat, franchement, je regrette de le dire ainsi, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'il y a un processus de remembrement. En Wolof, ça s'appelle Defarat Djiko, qui a commencé partout. Defarat Djiko a commencé partout. Nyon Lank en est une expression. Defarat Djiko veut dire en français refondation. Mais refondation de quoi? C'est refondation de la République maçonnique qui a été établie ici par Louis Faidherbe. La République maçonnique de Louis Faidherbe, qui est allée brûler la bibliothèque de l'université de Pir Saniokhor en 1864, mon camarade, mon professeur d'arabe, Bamba Ndiaye, il doit m'écouter. Oui. Donc je crois que le problème, franchement, quand j'entends les cris de désarroi de ceux qui parlent de 2035, de ceux qui parlent de 3e mandat, 4e mandat, j'ai une lecture consistant à dire que nous devons refonder la République maçonnique des 4 communes. En quoi faisant? En retournant à la République de Bâle. La République de Bâle, c'est quoi? La République de Thierno Souleymane Baal, Saïd Atoumantal. Les gens oublient souvent que Saïd Atoumantal, c'est le père de Cheikh Omar Tall. Alors, vous allez à Saint-Louis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La statue de Faidherbe est là-bas et le lycée a été appelé lycée Cheikh Omar Tall. Mais ça, c'est grave. Il faut enlever cette statue. Et donc, la recomposition de notre pays doit aller rechercher Thierno Souleymane Baal. Et c'est là, donc, la bataille actuelle, c'est que les entrailles du peuple sont en mouvement avec une nouvelle génération symbolisée par les Aliou Sané, les Ben Taleb, les Fatima, etc. Mais est-ce que vous pouvez me répondre sur la candidature? Ça vous gênerait que Macky Sall soit candidat une 3e fois? Vous l'accepteriez? Mais je crois que si vous avez bien compris, le 3 avril 2017, cela veut dire que depuis le 3 avril 2017, nous avons un régime de droit sans justice, parce que les lois non écrites, intellectuelles, culturelles, religieuses sont supérieures, comme l'a dit d'ailleurs le cardinal Théodore Adrien récemment, à savoir que le pouvoir politique n'est pas au-dessus de Dieu, et comme l'avait dit avant lui Monseigneur Théodore, à savoir que le Sénégal est pris en otage par les politiciens, et donc c'est la refondation... Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et donc, ce qui est actuel, ce n'est pas du tout
le 3e mandat ou le 4e. Oui. Ce qui est actuel, ce sont les pas importants effectués par la refondation de la République. On vous a compris. Et cette refondation-là, elle a besoin de paix, de calme, de concertation. Donc Famara Ibrahima, aidez-nous. Malick Ndiaye était donc notre invité, professeur à l'Université de Dakar, sociologue, membre du collectif Nyolank. Merci de nous avoir suivis. Seydou Nourouba, je vous rends la parole.